Bon début de la semaine et bienvenue dans la libre opinion de ce lundi 28 juin. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette émission, la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, fondée sur la sincérité ou l'hypocrisie entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, qui ont demandé au peuple congolais et rwandais d'enterrer la hache de la haine pour passer à une nouvelle aventure. Nous allons également aborder la polémique autour de la probable rencontre entre l'homme de Kingakati, Joseph Kabila, et Martin Fayulu. Est-ce de l'intox ou de l'enjeu politique? Pour en parler, pratiquement mes invités traditionnels, Louis-France Koussikessa à ma droite et Patrick Lokala à ma gauche. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour Nono, bonjour à Louis-France. Louis-France, bonjour et bienvenue, très bien habillé. Merci beaucoup monsieur Nono, bonjour à tous les téléspectateurs du groupe de presse Congo Média Libre 13, télévision. Merci d'avoir pris en compte l'ensemble de recommandations sur leur abonnement à notre chaîne YouTube. Le travail s'est fait normalement, une occasion de vous encourager et de vous féliciter. Je salue mon co-débatteur du jour, Patrick Lokala. Patrick Lokala, j'ouvre les balles avec vous. Vous l'avez certainement appris que la tension et les torchons brillent entre la Fédération des entreprises congolaises et le ministère de l'économie, qui ne sont pas du tout d'accord que les ministres de l'économie aient présenté au 9e Conseil des ministres la proposition sur la baisse des prix de certains produits de première nécessité, alors que le pourparler entre les entreprises et le ministère de l'économie n'avait pas encore abouti. Pourquoi le ministère a voulu passer à la vitesse supérieure sans l'aval de ces derniers? Bon, écoutez, il ne s'agit pas d'un aval qui doit être donné par les opérateurs économiques qui œuvrent dans les secteurs de produits de première nécessité. Je cite ici les tomates, les oignons, les riz, l'huile et tout ce que nous connaissons. Surtout les poulets, les chinchards, les produits exportés. Ouais, il ne revient pas à eux de donner l'aval pour qu'un ministre puisse porter quelque chose, une décision au niveau du Conseil des ministres. Mais nous savons tous que le ministère qui est en charge ce secteur de l'économie, la régulation de prix, la structure de prix, travaille de commun accord avec les opérateurs économiques par rapport à la politique de l'État, parce que l'État, par rapport à l'économie, a une politique qu'il a définie. Et cette politique est mise en application par le ministre de la tutelle, qui est le ministre de l'économie. Et je le disais, en principe, il y a toujours des concertations qui se font entre, d'un côté, l'État congolais, représenté par le ministre de l'économie, et de l'autre côté, les représentants du secteur précité, notamment ceux qui œuvrent dans ce secteur de produits de première nécessité, très souvent représentés par la Fédération des entreprises du Congo. Et cette guerre n'a pas lieu d'être, à mon humble avis, tout simplement parce que, quelque part, du côté du ministère, il y a de la précipitation. Je crois que lorsqu'on voudrait résoudre les problèmes liés à la précarité ou à la rareté ou l'augmentation de prix de produits de première nécessité dans le marché, procéder par l'imposition de prix au niveau des opérateurs économiques serait faire une fausse route. Et serait, à mon humble avis, aller chercher une solution palliative qui ne sera pas durable. La logique aurait voulu que l'État congolais soit à même de mettre en place ce qu'on appelle les services publics, capables de fournir des biens qu'on peut considérer comme ces produits de première nécessité, parce que lorsqu'on met en place un service public a pour vocation de produire des biens en tenant compte du consommateur final qui est le peuple. L'État, qui devrait être à la base de la mise en place de ces politiques, devrait en principe doter le secteur économique congolais de moyens pour qu'en réalité des solutions soient trouvées. Par exemple, pour le cas de l'agriculture, si on avait des projets agro-industriels par rapport à l'agriculture et que notre État est à mesure de produire une bonne quantité de riz, une bonne quantité de maïs, une bonne quantité de haricots, de tomates, de oignons, tout ce produit de première nécessité que vous connaissez, l'État serait à même d'imposer cette fois-là de manière automatique
des prix au niveau du marché, parce que l'État allait proposer des prix qui allaient être en deçà de ce que proposent les opérateurs économiques qui importent des produits d'ailleurs. Et lorsqu'ils importent, ils tiennent compte de tous les impôts qu'on prélève au niveau de l'importation, et cela a des conséquences sur le prix qui tout de suite se revoit à la hausse. Voilà pourquoi nous disons que cette solution, elle est à mon humble avis palliative, mais elle ne sera pas durable. Mais du côté des opérateurs économiques, j'ai fait le monitoring de certains médias en ligne, tout comme médias de la presse papier. J'ai fini par comprendre que du côté des ministères, on a accusé les opérateurs économiques d'avoir refusé de prendre part aux concertations qui allaient aboutir à la réduction de prix des produits de première nécessité. Ça demande de la collaboration, ça demande des échanges entre les deux secteurs pour qu'en réalité, ils puissent tomber sur ce qu'on appelle des accords économiques entre les côtés. Vous voulez que je réduise le prix parce qu'il y a une population qui souffre, parce qu'il y a une population qui ne mange pas à sa faim, mais quelque part, vous devez aussi, ce qu'on appelle, procéder par des allègements fiscaux pour me permettre de ne pas travailler en perte. Parce que dans un monde où l'économie libérale domine, c'est la concurrence. La loi de la concurrence voudrait que celui qui est plus fort puisse faire la loi. Et lorsque nous avons une économie qui est détenue par les opérateurs économiques expatriés, nous allons toujours connaître de telles situations. Aujourd'hui, il y a des discussions, mais je crois qu'il y a lieu que l'État pense véritablement à avoir des solutions durables et place des solutions palliatives. D'accord, Patrick. Louis-France Kousikessa, Mosée Laurent Désiré Kabila avait expérimenté ça. Il a mis l'accent sur la production intérieure pour permettre à ce que le marché congolais soit inondé de produits que les Congolais eux-mêmes ont produit plutôt, Malanga Fourji. Est-ce qu'il est important d'imposer aux importateurs les prix au lieu que vous-même vous puissiez investir en interne pour permettre à ce que les Congolais mangent à leur faim avec des productions locales? Merci beaucoup, Monsieur Nono. Je voudrais pour tous ces, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent pour savoir comment ils doivent suivre ces émissions. Vous devez toujours rappeler que ces émissions sont en ligne sur notre chaîne YouTube, oui, CML13. YouTube, ça doit être de temps en temps rappelé. Oui. CML13 TV. Vous allez sur YouTube, toutes les émissions y sont. Vous avez tout le temps de suivre avec bonne volonté de vous abonner. Ici, il est question de rappeler ce qu'on appelle l'autorité de l'État, le pouvoir politique de l'État et le partenaire de l'État. En fait, c'est une notion très importante qu'il faille enseigner ce matin, parce que apparemment le pouvoir, l'autorité de l'État n'est pas tellement garanti, et c'est ce qui fait que l'État tombe dans les caprices de ses partenaires, parce que les opérateurs économiques sont des partenaires de l'État. Il faut maintenant dégager le séparateur fonctionnel de l'État vis-à-vis de ses partenaires étrangers comme nationaux. Vous avez d'abord la loi Bakajika. La loi Bakajika ici enseigne dans même son préambule que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc l'État a d'abord le plein pouvoir de décider. Je parle de l'État. Et quand on parle de l'État, on parle de loi. En fait, on a une philosophie très médiévale de l'État. On croit que l'État, c'est l'individu. On croit que l'État, ce sont les individus. Non, non, non. L'État, c'est la loi. Mais l'État agit à travers ses animateurs, les gens qui font appliquer la loi. Ce sont les animateurs de l'État. Lorsque le partenaire vient, il s'implante en RDC, il doit d'abord se conformer aux exigences de la RDC comme un État. Je ne connais pas un État au monde où un partenaire peut s'opposer sur l'intérêt général de son peuple. L'intérêt général du peuple dont l'État a la mission de protéger. Et ces partenaires-là commencent à s'opposer de force avec l'État. Je ne connais pas un autre État en dehors de la RDC. C'est une très bonne initiative parce que ça fait partie des missions régaliennes de l'État de rendre la vie facile au peuple congolais
Mais ça fait partie aussi des promesses du président de la République de s'impliquer sur le social du peuple congolais. Parce que la baisse de prix de denrées de première nécessité touche directement aux questions sociales. Et les questions sociales, nous les savons, font partie du champ de bataille opérationnel du président de la République. Dans sa politique de peuple d'abord. Non, le peuple d'abord, c'est la philosophie d'Étienne Tshisekedi. Mais le président nous a parlé du social. Nous acceptons et nous l'encourageons là-dessus. Mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un s'oppose à cette politique sociale, s'oppose directement à la vision du président de la République. Il faut tout de suite définir c'est quoi les conseils des ministres. Parce que j'ai suivi un tout petit peu beaucoup d'écarts de langage en parlant du pouvoir juridique et constitutionnel du conseil des ministres. Le conseil des ministres est l'organe délibérant du gouvernement. Ok? C'est l'organe décisionnel du gouvernement. C'est à travers le conseil des ministres que l'ensemble des politiques du président de la République sont d'application. Parce que vous le savez, qu'en dehors des pouvoirs régaliens du président de la République, il existe des pouvoirs de coopération. Comme le président n'est pas redevable au Parlement, c'est le gouvernement qui prend l'engagement d'appliquer des questions de vision de gouvernance du président de la République. Et une question débattue au sein du Conseil des ministres, cette question est d'application immédiate sur le plan gouvernemental, sur le plan de gestion. Si les opérateurs économiques ont à discuter, devraient discuter en amont. Et quand la question est levée au niveau du Conseil des ministres, vous savez que le Conseil des ministres est d'abord du pouvoir du président de la République. Et quand une question est statuée par le président de la République comme première institution, vous voyez une structure de quelques individus s'y opposer. Ça veut dire que l'État est dans la rue. Moi, Louis-France Kouzikessa, président de la République, je ne me vois pas président des FEC, président des FECO, président de quoi que ce soit. La question résolue pour l'intérêt du peuple congolais. Je termine par là. Vous ne savez pas à cette question ce que le peuple vit. Vous ne savez pas ce que le peuple est en train de voir. S'il y a la négociation avec les opérateurs économiques et l'État, devrait se faire en amont. Mais s'il n'y a pas eu terrain d'entente, on se soumet à l'exigence et à l'application de la grande mesure du Conseil des ministres. Mais je ne peux pas comprendre que quand le Conseil des ministres lève une option, qui du reste est une option souveraine, qui relève de hautes stratégies de l'État, des individus au sein d'une structure s'y opposent. Ça veut dire simplement que l'impuissance de l'État est en train d'être manifestée, l'ingouvernabilité de l'État est en train d'être à la portée de tout le Congolais, et j'attends maintenant la réaction du gouvernement. Si le gouvernement s'y penche vis-à-vis des caprices de ces opérateurs économiques, c'est un gouvernement défaillant, il sera appelé à la démission. C'est un gouvernement défaillant. Merci Louis-France d'avoir répondu. Mais si, vous allez répondre, je conclue, mais si le gouvernement s'y impose comme gouvernement, c'est en ce moment qu'il sera gouvernement responsable. Merci beaucoup. Ça, ce n'était que de l'introduction de notre émission. Voilà. Patrick Lokala. Le week-end a été trop mouvementé. Le président de la République au Rwanda, le président rwandais à la République démocratique du Congo, alors que cette fois-là, Paul Kagame était pratiquement indésirable dans la partie Est. Mais nous avons vu que Félix Tshisekedi a réussi à l'amener et demander au peuple de pouvoir se mettre et se ranger derrière leur vision pour que cette fois-ci, l'amitié s'installe et que la hache de la haine soit enterrée. Est-ce Félix Tshisekedi se trompe de l'insincérité de Paul Kagame ou c'est de l'hypocrisie entre les deux partenaires? Oui, je voudrais revenir un tout petit peu, permettez-moi, cher Nono, sur ce sujet qui attire quand même la curiosité de beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens analyser la question avec beaucoup de passion. D'abord, j'ai ici posé la problématique de l'apport. Vous avez 3 minutes. Oui, dans mon temps. Mais si je l'épuise, vous pouvez me couper, mais j'estime que... Bien évidemment. J'estime que ces angles sur les social du peuple est très important. Il faut que les gens soient éclairés. Je crois que si l'État, au niveau de la conception de politique publique, avait pensé à relancer le secteur de l'agriculture, nous avons aujourd'hui un ministère qui s'appelle le ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez mener des enquêtes et dire aux Congolais combien notre État a alloué à ces ministères de l'Agriculture pour que l'on puisse
donner aux Congolais ce qu'il attend de ses dirigeants, c'est-à-dire manger à sa faim, vivre correctement par rapport aux denrées alimentaires. Le budget est maigre, le budget est très maigre. L'État congolais n'est pas à mesure de prendre en charge les ventres de ses compatriotes, de par le manque de politiques des politiques réelles basées sur l'agriculture. Nous avons ici dans ces pays quelques services mis en place par l'État. D'abord, vous avez cité Mouzé, qui a mis en place les services nationaux. Aujourd'hui, on est en train de relancer, mais vous n'avez qu'à voir, j'ai des informations qu'il y a des denrées qui pourrissent là-bas, des denrées alimentaires qui pourrissent, des denrées qui ne sont pas évacuées vers les centres de consommation. Nous avons Bukangalonzo, on a gaspillé assez d'argent pour Bukangalonzo. Est-ce que Bukangalonzo a servi au peuple congolais? Et en dehors de tout ça, nous avons l'agriculture artisanale, où nous avons des compatriotes qui produisent des denrées alimentaires tout le jour. Vous n'avez qu'à voir l'état des routes d'évacuation de produits de première nécessité. L'état des routes se trouve à quel niveau? Tout ça ne permet pas à notre État d'avoir de production en interne pour pouvoir concurrencer l'opérateur économique. Parce que n'oublions pas, nous évoluons dans un monde de mondialisation. Nous avons le flux de commerce international. Et il y a des lois, il y a des normes qui nous sont imposées au niveau international, que nous devons respecter. La structuration des prix, certes, il y a une politique en interne, mais cette politique ne doit pas entrer totalement en contradiction avec des normes au niveau international. Et je voudrais rencontrer le point de vue tout à l'heure de Louis-France qui a dit qu'il faudrait que l'État s'impose. Oui, nous sommes tous d'accord sur le fait que le Conseil des ministres est l'organe délibérant. C'est là où se prennent des orientations. C'est là où se prennent des décisions au niveau du gouvernement. Mais il y a lieu de noter aujourd'hui que sur ce point, je suis convaincu que le Conseil des ministres a été induit en erreur. Parce que pour décider, chaque ministre apporte des points de vue, des expertises dans ce domaine et il permet au Conseil des ministres d'en décider. Mais pour le cas du ministre de l'économie, il n'a pas fini les échanges, les concertations avec les opérateurs économiques. Loin de moi l'intention de défendre les opérateurs économiques au détriment du peuple. Mais lorsque vous n'avez pas présenté l'expertise, vous n'avez pas présenté les réalités des terrains, lorsque vous n'avez pas présenté les conclusions avec les opérateurs économiques sur la réduction de prix des denrées de première nécessité, et que le Conseil des ministres prend des décisions sur base de fausses informations que vous avez présentées, et qu'en même temps vous voulez que l'on puisse imposer cette structuration des prix aux opérateurs économiques. Mais quelles pourraient être les conséquences? Ils peuvent se dire, nous payons très cher la douane, nous payons des impôts, nous séchons. S'il y a une grève aujourd'hui, ils disent non, nous n'importons plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de l'insurrection dans ces pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a lieu de revenir. Merci. Si le gouvernement a été induit en erreur par le ministre de l'économie, il y a lieu de renvoyer le même ministre vers les opérateurs économiques. Parce que nous négocions avec ces opérateurs économiques en position de faiblesse. Nous ne sommes pas en mesure de nourrir nos compatriotes. Ceux qui nous aident à les nourrir, nous les maltraitons. Mais nous sommes en train de détruire le climat des affaires au Congo. Qui viendrait encore au Congo pour investir lorsqu'on sait qu'il y a un gouvernement dictatorial qui impose des points de vue en lieu et place de discuter? Patrick n'a pratiquement pas répondu à ma question. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Notez, vous allez revenir parce que vous avez épuisé votre temps d'antenne. Très bien, je l'ai dit, je l'ai promis. Je reviens à vous, Louis-France, pour reprendre votre parole. Félix Tshisekedi a compris que son prédécesseur, Joseph Kabila, a pratiquement pas réussi à installer un bon climat entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les morts, on a cessé de compter dans la partie est du pays. Est-ce qu'il fallait toujours aller sur le même basique qui produisent quasiment des morts partout? Il faut aller peut-être sur les chemins de l'amitié pour que la paix revienne. Oui, M. Nono, avant de revenir sur cette question qui relève... Vous avez également 3 minutes. Qui relève essentiellement du droit international, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord avec mon co-débatteur Patrick Lokala, c'est qu'il y a une différence entre le contenu de décision du Conseil des ministres et des questions débattues au sein du Conseil des ministres. Quand on dit la baisse des prix, c'est un acquis, c'est une décision. Mais la manière, le prix à obtenir pour chaque produit relève maintenant des discussions avec les partenaires. Il faut que ça soit noté très rapidement, c'est très important. Le Conseil des ministres ne discute pas sur le sac de riz doit être évalué à combien, non. C'est ça aussi la profondeur dans l'analyse.
On se met d'accord au sein du Conseil des ministres qu'il faut revoir à la baisse les prix. Et chaque prix dépend de la discussion du ministère au producteur. Ça, c'est un acquis, il faut que ce soit noté. Je reviens sur votre pertinente question. Mon co-débatteur n'a pas eu le temps de répondre, il faut que j'en réponde très rapidement. C'est que, d'abord, les relations entre États se fondent sur deux éléments essentiels. Sur ce que nous appelons la coercition. L'imposition, c'est-à-dire vous avez un soubassement juridique international, une base juridique internationale que vous avez ratifiée, qui vous impose de poser les actes. Et le deuxième principe, c'est l'intérêt. Les États agissent soit par contrainte, soit par intérêt. Deux choses. Et c'est maintenant à chaque analyste à la maison de comprendre quand le Rwanda agit avec la RDC, c'est sur base de contraintes ou d'intérêt. Je repose la deuxième problématique. Le Rwanda, aujourd'hui, le peuple congolais attendait des excuses du Rwanda sur le massacre que Paul Kagame n'avait jamais reconnu. Avant de revenir, de demander au peuple congolais, le peuple rwandais de se mettre ensemble, il faut d'abord résoudre les problèmes qui les ont divergés. Donc on n'a pas crevé l'abcès. Pas du tout. On n'a pas résolu le problème dans son fond, ce que nous appelons l'agent causal. Mais on a satisfait les individus pour faire croire aux gens. Vous savez, quand quelqu'un a tué ton frère, hein, vous pouvez vous asseoir pour manger ensemble. Vous ne mangerez ensemble que lorsque il vous dit sincèrement la raison pour laquelle il a fait tuer votre frère. Si M. Kagame n'arrive pas... Une minute. Heureusement, aujourd'hui, vous êtes venu avec votre téléphone. Je commence à sentir maintenant l'équilibre. C'est ça, maintenant. Vous pouvez refuser à prendre les conseils, mais vous les prendrez toujours quand c'est un bon conseil. Merci beaucoup. Je vous félicite pour cet esprit d'écoute. Je rappelle ici que lorsque Kagame vient et M. Tshisekedi, le président de la République congolaise, se voit et disent vous demandez la sincérité. Non, 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 non. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église à l'intérieur. Si l'intérêt du Rwanda, le développement du Rwanda, je voulais vous rassurer que Rwanda n'a pas de l'or, n'exploite pas de l'or, ne produit pas de l'or, ni de cobalt, ni des reins, ni de quoi que ce soit. Mais le Rwanda est aujourd'hui parmi le pays le plus puissant, le plus vendeur de ces matières premières. Ils les prennent où? À l'est de la RDC. Si le développement du peuple rwandais, si le développement du Rwanda passe par le mort de Congolais, Kagame n'arrêtera pas de le faire pour des raisons patriotiques. Si le développement du Rwanda passe par l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, le Kagame n'arrêtera pas de le faire parce qu'il est dans une situation d'intérêt. Mais il y a aussi une notion importante que j'avais évoquée ici de la société internationale. Dans les relations entre États, lorsque votre État est touché, la première des choses à faire, ce n'est pas de coopérer. Parce que celui qui va coopérer le premier s'en va avec en position de faiblesse. Et la théorie de négociation, je termine cette notion très importante. La théorie de négociation pose l'ensemble des principes scientifiques pour coopérer, pour négocier. D'abord, l'objet de négociation. Le président de la République et le président rwandais, M. Kagame, se sont convenus sur base de quel objet? Quel est l'objet qui a mis au centre de leur discussion? 1. De 2, les lieux de négociation. Le lieu de négociation a été proposé par qui et sur base de quoi? De 3, les négociateurs. Quand vous êtes en conflit, vous ne pouvez pas vous-même vous faire négocier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous amène à négocier. Et qui a été le facilitateur de cette négociation? Parce que vous ne pouvez être sincère dans une négociation que lorsque vous le dites à celui qui n'est pas le problème. M. Kagame est le problème, M. Tshisekedi est le problème. Le Congo a un problème avec le Rwanda. Mais les deux présidents pensent résoudre les problèmes en dehors de ceux qui ne sont pas dans les problèmes. C'est créer un autre problème. Merci, c'est créer un autre problème. Vous avez débordé les 30 secondes. Je vais également l'accorder à Patrick. Vous avez cette fois-ci 2 minutes 30 secondes. Très bien. Patrick Lokala. J'avais encore beaucoup de choses. À compter à partir de votre montre. J'avais encore beaucoup de choses. Moi, rassurez-vous, la montre. Je ne me plains jamais. Allez-y, Patrick. D'ailleurs, je voudrais tout de suite
relever quelque chose, c'est que nous avons autorisé l'utilisation du téléphone parce que les services commerciaux ne nous ont pas encore acheté un chrono. Dans ces plateaux, on n'utilise pas de téléphone pour le présentateur. Mais pour cette fois-ci, on a fait une exception parce que j'ai des responsabilités ici que je dois défendre. Et je rappelle que vous êtes directeur de programme. Voilà, mais je n'interviens pas à ce titre. Vous êtes analyste indépendant. Je dois les rappeler. Alors, j'avais encore beaucoup de choses à dire sur la structuration de prix. Je l'ai dit parce que je maîtrise quelque chose sur le flux de commerce. Faites avancer aussi votre discours international, mais aussi la réalité de terrain par rapport à la fixation de prix au niveau du ministère de l'économie qui a en sa charge la régulation de prix. Je n'y reviendrai pas, dans d'autres numéros je reviendrai avec force et détail. Je voudrais tout de suite prendre cette question de l'amitié, l'amitié forcée entre le président congolais et le président rwandais. Ça ne m'enchante pas, je ne me félicite pas, je me sens par contre humilié. Ça, c'est ma passion patriotique. Ça, c'est fort, vous êtes humilié. Je suis humilié parce que Kagame n'a donné que de coups à Tshisekedi. Vous vous rappelez à l'époque, lorsque les pays attendaient les élections, les résultats des élections de 2018, c'est Paul Kagame, à l'époque président de l'Union africaine, qui avait demandé à notre État de suspendre la proclamation de résultats pour cause d'irrégularité. À l'époque, il était le président de l'Union africaine. Lesquelles élections ont proclamé le président actuel comme magistrat suprême de la RDC. Qu'est-ce qui a changé? L'homme qui vous a contesté quelque part, mais aussitôt que vous êtes arrivé au pouvoir, c'est lui qui devient l'allié principal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la grande question que je suis en train de me poser, parce que très souvent à la maison, ceux qui nous suivent, la plupart des gens qui nous suivent ne réfléchissent pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous relater. Vous vous rappelez que le 10 mai 2019, il y avait une photo de Félix Tshisekedi à Kigali assistant dans certaines cérémonies où le président de la République était très souriant. La photo a fait le buzz ici à Kinshasa comme au niveau international. Beaucoup de gens avaient déploré cette image comme quoi le Rwanda nous a causé beaucoup de tort. Le Rwanda a une part de responsabilité au massacre perpétré au niveau de l'Est, mais que voir notre chef de l'État, sans avoir préalablement obtenu les excuses du président rwandais, sourire, faire la photo avec lui, beaucoup de gens étaient montés au créneau pour les déplorer. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Le rire du président Tshisekedi avec le rire du président Paul Kagame allait profiter au peuple congolais à quel niveau? Beaucoup de gens m'avaient traité de banal, mais ceux qui savent, les experts en matière de diplomatie savent que le geste compte en matière de relations internationales. Ce n'est pas lui, France, qui va me contredire. Et le rire entre les deux chefs d'État, congolais et rwandais, a abouti finalement à ce qu'on a appelé les échanges de renseignements. On a même créé quelque chose qu'on a appelé équipe conjointe des renseignements entre d'un côté le Rwanda et de l'autre côté la RDC. Un pays dont on a accusé de nous avoir agressés pendant plusieurs temps et qui continue d'ailleurs à nous agresser. C'est avec ce pays que nous avons mis en place ce qu'on a appelé équipe conjointe des renseignements. Et je vais vous rappeler, les articles existent, des médias ont écrit. Toujours tout au long de cette période, il y a eu des coopérations militaires. Un haut responsable de Kigali s'est déplacé de Kigali à Kinshasa discrètement. J'étais ici les noms, mais nous avons des sources. Il y a des médias qui ont écrit, des articles existent. Un haut gradé militaire de Kigali se déplace à Kinshasa. Pourquoi faire? Nous ne savons pas. Et nous allons nous rappeler toujours pendant cette période, par rapport aux échanges d'informations, des articles de médias existent. Des renseignements ont été fournis par les services de renseignement rwandais à l'armée congolaise qui a arrêté quelques responsables de FDLR. FDLR, c'est un groupe armé qui est hostile à Kigali. Et des renseignements de Kigali qui ont été fournis à Kinshasa ont permis à nos forces
d'arrêter des responsables de cette rébellion, acheminés à Kinshasa, puis quelques temps après, ils ont été extradés à Kigali. Pourquoi faire? Ce sont là des révélations que je suis en train d'apporter à votre émission. Des articles de médias existent. Et nous avons finalement compris que dans cette amitié, c'est beaucoup plus Paul Kagame qui a tiré profit pour le Rwanda. Et je suis tenté de le dire ici, que le président Paul Kagame, intelligent, il se sert de notre président pour se stabiliser au niveau de la sous-région. Il a eu des soucis diplomatiques avec le Burundi, avec l'Ouganda, et il s'est vu dans une position très défavorable. Il ne pouvait pas perdre la RDC. S'il perdait la RDC, il allait perdre de son aura, de son poids politique au niveau de la sous-région. Et c'est comme ça qu'il a profité de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, beaucoup de temps après, vous avez vu, encore une fois, je l'ai dit pour chuter, que c'est beaucoup plus Paul Kagame qui a donné le coup à Tshisekedi. Il vient de donner un coup fatal à notre président de la République au niveau des sommets France-Afrique. Et quelques temps après, c'est le président de la République qui va aller, comme pour prétexte, aller consoler nos compatriotes qui sont à l'Est. Mais en réalité, c'était pour renforcer l'amitié rwando-congolaise. La preuve est qu'il y a des accords qui ont été signés, des accords qui sont flous, mais en réalité, nous savons que la réalité, c'est que le Rwanda a réussi à intégrer la RDC au niveau de la zone de libre-échange. Elle a réussi à intégrer la RDC au niveau de la zone économique de l'Est, alors que nous savons qu'au niveau de la production, la RDC est nulle. Pendant qu'au Rwanda, on produit du coltan, on produit de l'or, on fait le montage des véhicules, et lorsque vous regardez la population rwandaise, elle n'est pas en mesure de consommer les véhicules, c'est la population congolaise qu'on vise. Donc, le président Paul Kagame, très intelligent, très stratège, il se sert de notre chef d'État pour asseoir son pouvoir, asseoir son économie. Et j'aurais voulu, comme il en avait fait avec... je chute très rapidement, 10 secondes. Comme président Paul Kagame avait obtenu les excuses de la France qui avait une responsabilité par rapport au génocide, j'aurais voulu que notre chef d'État, lui France l'a dit, puisse obtenir avant toute négociation. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier sur base des mensonges. On ne peut pas se réconcilier sur base des rancœurs. La vraie réconciliation serait passée par les excuses officielles de Kigali vis-à-vis de Kinshasa, parce que nous avons subi beaucoup de préjudices. Vous avez également débordé de 30 secondes. Je vais l'accorder également. Pas assez quand même. Hein. 30 secondes, comme lui également. Très bien. Lui, France. Non, j'ai récupéré, je n'ai pas débordé, j'ai récupéré. Vous avez récupéré, en même temps vous avez débordé. Lui, France Kouzikeza. De son temps, le président français Sarkozy a demandé à la République démocratique du Congo d'apprendre à partager ses richesses avec ses voisins. Félix Tshisekedi vient, il appelle le Rwanda de venir exploiter de l'or au Congo. N'est-ce pas le changement de tactique, le changement d'approche pouvait apporter à quelque chose de plus officiel au lieu de rester toujours dans les officines? Mon co-débatteur Patrick Lokala nous a donné beaucoup de leçons sur les plaintes. Je ne savais pas qu'il se plaignait plus que la plainte elle-même. Vous avez 3 minutes. Je fais constater ici que... Parce qu'il a débordé, vous devrez avoir 2 minutes. Il s'est beaucoup plaint à la fin, plus que la plainte. Donc j'aurais bien voulu qu'il ne se plaigne plus dans la vie. Ce qui m'a donné l'impression de quelqu'un qui ne se plaint jamais. Là n'est pas le problème. Je l'excuse pour ça, parce qu'il s'est plaint alors qu'il a contredit sa propre parole. Je reviens à l'élément important qu'il a évoqué. D'abord, je commence par cette commission conjointe de renseignement. Équipe conjointe de renseignement. C'est une imbécilisation collective. Ah, ça c'est quand même fort. Oui, oui, oui. C'est pas une insulte. C'est quand même fort. L'imbécilisation collective, c'est nous prendre tous pour des imbéciles. Nous prendre tous pour des cons. Vous pouvez regarder toutes les organisations internationales. Dans même leur sphère, dans leurs origines, il n'existe pas un renseignement bilatéral. Ça n'existe pas dans le monde. Ils venaient de créer un nouveau concept en relations internationales et en droit international. Et le renseignement bilatéral, là, s'exerce dans quel cadre juridique international? Qui contrôle ça? Qui réglemente ça? S'il y a des bavures, qui doit statuer sur ça? Mais ce n'est pas non plus interdit d'échanger des informations. Lui, attendez. On échange, il y a ce qu'on appelle le cadre normatif en relations internationales. Si vous voulez coopérer avec un État, il faut qu'il y ait un cadre normatif autour duquel vous discutez, et ce cadre vous donne le pouvoir et vous restreint certains pouvoirs. Ce cadre-là, c'est dire que quand vous violez vos engagements, voici à quoi vous serez buté en termes de sanctions.
Et dans ces échanges d'informations-là, c'est écrit où? Il faut rappeler que ce sont les échanges entre les présidents congolais et les présidents rwandais. Ce n'est pas les échanges entre les États. Parce que les relations entre États passent par des canaux. Les canaux juridiques ou les canaux politiques appropriés. Là, c'est un fait. Deuxième chose, vous savez, les informations d'un État ne se transmettent pas. Ok? Parce que vous savez, la partie Est aujourd'hui, nous cherchons, tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la solution. Et Kagame a infiltré l'État congolais. C'est une infiltration. C'est ça le concept approprié qu'il faut prendre. Il est venu, apparemment, il avait perdu contrôle. Patrick Lokala a évoqué un élément important. Il a parlé d'asseoir sa politique au niveau de la région. Mais moi, j'ajoute un élément, pas d'asseoir seulement la politique, mais il cherche maintenant à avoir le contrôle de la RDC, parce que le contrôle de la RDC passait par l'Ouganda et puis le Rwanda. Burundi après le Rwanda. Mais maintenant que le fil de ces circuits d'information est coupé, le Rwanda n'avait plus l'absolu contrôle des informations de la RDC. Il fallait improviser la négociation pour comprendre ce que la RDC fait avec ses voisins. Parce que ce que Kagame ne veut pas aujourd'hui, c'est de voir Tshisekedi avec le président ougandais. Il veut privatiser le président congolais. Et nous connaissons la malignité de Kagame. Nous connaissons la ruse de Kagame. De tout ce temps, depuis que le président Tshisekedi est président, Kagame n'avait jamais souhaité que les deux peuples soient. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous avez appris Kagame dire qu'il n'y avait jamais de massacre à l'est de la RDC. Quand on demande au peuple de s'asseoir et d'aplanir des divergences, ces divergences sont aplanies sur base de quel conflit qu'il n'avait jamais reconnu. Il a dit dans son discours sur l'état de la nation au Rwanda que tout le jour, le Rwanda et le Congo n'avaient jamais un problème. Il a dit que le peuple rwandais et le peuple congolais étaient le même peuple. Mais aujourd'hui, quand il dit, il demande aux deux peuples de regarder dans la même direction, c'est qu'on regardait dans des directions différentes. Est-ce que vous voyez quelqu'un comme ça, de sincère? Vous prenez un monsieur pareil, de sérieux. Deuxième élément important qu'il faut évoquer ici. Relations bilatérales. Apparemment, j'entends beaucoup dans chaque papier de journalistes qui font la retransmission quand le président se déplace, c'est pour des relations bilatérales. Quand le président se déplace, c'est le président pour des relations bilatérales. Non. Une minute. Les relations bilatérales se fondent sur trois éléments essentiels. La politique internationale, le droit international. Et dans la politique internationale, vous ajoutez l'économie internationale. La coopération. Vous ne pouvez pas coopérer sur base d'un vide. Il faut coopérer sur base d'une matière précise. Vous coopérez sur les échanges de minerais. Vous coopérez sur l'échange d'expériences militaires. Vous coopérez. Et Kagame et le président Tshisekedi ont coopéré sur base de quelle matière? Sur base d'un vide. En fait, le problème avec Kagame, c'est qu'il veut faire de cet État la sous-province. Pas la province. La sous-province du Rwanda. Parce que Kagame a reçu des excuses françaises, ok, pour des massacres rwandais. Le président, le tout-puissant président rwandais, le président français, Emmanuel Macron, est descendu d'abord et a présenté des excuses pour dire nous nous excusons. En ce moment-là, sur le plan diplomatique, la position officielle qu'affiche un État symbolise aussi la relation que cet État a vis-à-vis de l'autre État. Et quand il n'y a pas une déclaration, parce que la diplomatie c'est la déclaration, ce sont des actes. Quand il n'y a pas une déclaration officielle de l'État vis-à-vis de l'autre État, vous ne pouvez pas prétendre être en bonne relation ni en relation diplomatique stable. Mais ce que nous attendions de Kagame, parce qu'il nous a donné l'impression qu'il ne connaissait rien. M. Kagame a lu le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies. Citez-lui, France. Le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui l'a cité expressement. Le Rwanda qui était en train de faciliter la guerre, le massacre en République démocratique du Congo. Mais comme nous avions perdu nos frères, comme nous avions perdu nos compatriotes de l'Est, tout celui qui s'allie avec l'ennemi du peuple congolais est aussi ennemi du peuple congolais.
À méditer. À méditer, c'est bien noté, Louis-France Kouzikessa. Nous passons à présent à notre deuxième thématique de l'émission. Rencontre Joseph Kabila, Martin Fayoulou, intox ou enjeu politique. Ça va dans tous les sens. Je reviens à Patrick Lokala. Joseph Kabila, l'homme de Kingakati, et Martin Fayoulou de la Mouka se ne sont pas rencontrés, comme a dit Joseph Devos Kitoko, plutôt secrétaire de l'ECD. Il a dit que Martin Fayoulou est parmi les rares Congolais qui ne s'est jamais salué avec Joseph Kabila. Pourquoi vous voulez chercher les pouces sur les têtes des gens qui ne se sont jamais rencontrés? Est-ce c'est le cas avec vous, Patrick? Très bien, merci. Je rappelle que je devrais conclure ce sujet, mais vous êtes passé au deuxième sujet sans me donner mon temps de parole. Vous pouvez revenir dans votre temps de parole. Ce n'est qu'un rappel technique d'ailleurs que je suis en train de vous reformuler. C'est une plainte. Alors, non, il faut faire la différence entre une plainte et un rappel. Hein, allez-y, Patrick. Allez-y, Patrick. Vous avez 3 minutes. Voilà, très bien. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette question rwando-congolaise. Vous voyez, le manque de stratégie, je l'avais décrit ici récemment, de ce qui accompagne le président de la République par rapport à aux approches diplomatiques. Vous arrivez dans un contexte où vous trouvez que l'adversaire principal est affaibli, il a des ennemis à côté, et il est en position de faiblesse, il est en perte de vitesse, mais vous préférez lui apporter un secours, quelqu'un qui est moribond, politiquement au niveau international. Je parle du président Paul Kagame, qui était en conflit avec le Burundi et l'Ouganda. La réalité, la réelle diplomatie aurait voulu que Tshisekedi puisse s'allier aux ennemis de son ennemi, qui étaient en réalité ses amis. Je parle du Rwanda et de l'Ouganda et de Burundi. Il s'est trompé. Il a été induit en erreur par ses conseillers. Parce qu'il aurait tiré des dividendes. D'un côté, le Burundi, l'Ouganda contre le Rwanda. Et en dehors de cela, il y a une rébellion qu'on appelle FDLR. Une rébellion hostile au pouvoir de Kigali. Mais Félix avait tous les atouts d'en finir définitivement avec Paul Kagame. Mais pourquoi n'avait-il pas déclenché le processus de la chute diplomatique de Paul Kagame? Parce que même au niveau de l'hégémonie internationale, le règne de Paul Kagame tend à la fin. Mais pourquoi vous savez très bien que le règne de Paul tend à la fin, mais que vous ne pouvez pas l'enfoncer dans cette chute? Vous préférez lui apporter du soutien. Mais le monde se manque de nous. Le monde se manque de nous. C'est une triste réalité et que aujourd'hui, je crois qu'ils vont se ressaisir, même si ils ne le comprennent pas maintenant. Je reviens à la question de rencontre Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Au regard de mes informations, je suis convaincu de ce que j'ai obtenu comme source. Il n'y a jamais eu de rencontre entre Martin Fayoulou, Adolphe Muzitu et Joseph Kabila à Kingakati. Il n'y a jamais eu de rencontre. Donc c'est de l'intox selon vous? Tout ce qu'il y a, vous confirmez cette thèse? C'est de la polémique, c'est de l'intoxication. Et c'est de la diabolisation. Et nous savons d'où vient la diabolisation. Nous savons qui ont inventé la théorie de la diabolisation en République démocratique du Congo. Tout simplement, c'est pour tenter de discréditer cette aile de l'opposition radicalisée, représentée par Martin Fayoulou et Adolphe Muzitu, comme pour leur dire à l'opinion, voilà, l'homme sur qui vous comptez et en alliance avec Joseph Kabila. Mais au cas où cela serait vrai, parce qu'il faut que nous puissions analyser la chose de tous les côtés, au cas où cela serait vrai, mais qu'y a-t-il de mal entre acteurs politiques que de se coaliser pour chercher l'intérêt du peuple? Si hier, le président Tshisekedi et tous ses alliés avaient vanté Joseph Kabila. Je me rappelle à l'Imité, Kabila était ovationné. Kabouy avait dit que Kabila était une bonne personne et qu'il s'était trompé. Pourquoi tout d'un coup aujourd'hui Kabila devient un méchant qui ne peut pas aussi être en coalition avec les autres? Au cas où cela serait vrai. Qu'est-ce qui a changé entre Kabila qu'on nous a vanté? On a d'abord dit qu'il était un diable. Après un moment, on est revenu pour laver Kabila. Il était devenu un ange. Puis après un moment, il est redevenu un démon. Qu'est-ce qui a changé?
C'est ce que nous reprochons beaucoup aux acteurs politiques du pouvoir en place, cette manière de voir les choses, cette inconstance dans la conception de stratégie politique qui n'est pas très bonne. Mais il y a lieu de déplorer que l'intoxication a pris tellement de l'ampleur dans l'opinion, mais que de l'autre côté, il n'y a pas une réplique appropriée. Tout ce que fait les Voice, les presse épinglées ne suffisent pas pour inverser cette tendance. Parce qu'il y a une tendance qui se dégage au sein de l'opinion actuellement. Nous avons, loin de moi, l'intention de jeter un discrédit sur l'opinion congolaise, mais en réalité, l'opinion est très faible en matière de maturité. L'opinion considère ce qu'elle reçoit en premier. Dès qu'on a dit que Fayulu et Muzito étaient à Kingakati, l'opinion avait pris ça pour de vrai. Mais est-ce qu'il y a une réplique appropriée du côté de Lamuka? Non, la communication de Lamuka est très faible. Je parle de Lamuka et Martin Fayulu et Muzito. Elle est très faible pour inverser cette tendance. Je crois qu'il y a lieu de revoir aussi l'équipe de communication qui accompagne le président élu, tel qu'il aime s'appeler, pour qu'en réalité, il puisse avoir cette capacité d'agir, de s'adapter aux événements et de prendre le contrôle. Nous avons vu Katumbi prendre le contrôle de cette histoire de congolité, cette idiotie de Noël Tiani. Katumbi, avec ses équipes de communication, ont fini par maîtriser Noël et Tiani. Mais pourquoi Martin Fayulu et Muzito ne les feraient pas? Quelque part, on dit qu'ils ne mettent pas beaucoup d'argent pour la communication, ce qui est triste. Alors que la communication Merci Patrick. Merci Patrick. Nous courons derrière les temps. La télévision, c'est aussi les temps. Louis-France Kouzikessa. Martin Fayulu et Joseph Kabila se sont rencontrés, comme disent certains Quinois. Les autres disent c'est la diabolisation. Les autres disent plutôt que c'est des enjeux politiques, c'est fort possible, et qui se sont rencontrés en catimini. Barbara Nzimbi, qui s'est présenté comme porte-parole de Joseph Kabila, a même démenti cela. Mais pourquoi cette rumeur court toujours? Parce que l'on dit que... Pourquoi vous dites qu'elle s'est présentée l'eau ne bouge jamais sans qu'il y ait quelque chose? Elle s'est présentée comme porte-parole de Joseph Kabila. Si elle est porte-parole, elle est porte-parole. Ce n'est pas encore officiel. Il n'y a pas un acte le nommant. Non, mais Kabila n'est pas président. Kabila, c'est un acteur politique. Il peut être nommé verbalement. Ce n'est pas une matière administrative, c'est une matière politique. C'est très important de rappeler. Vous avez 2 minutes 30 secondes. Je note ici que il faut connaître, moi je n'ai pas la prétention ni l'idée, je n'ai pas l'intention d'aller à l'idée, je n'en ai pas besoin non plus, mais je suis esclave de la vérité. Le jour où le président de la République actuelle sera victime du mensonge, et comme il l'a toujours été, je le défends et je le défendrai. Le jour où tel autre Congolais sera victime du mensonge, comme je suis esclave de la vérité, je sais me rallier à la vérité pour défendre l'honneur de quelqu'un. Il suffit de regarder la race de la personne. Ok? Parce que vous savez, la communication ne suffit pas pour affirmer la chose. Mais le fond de la communication nous amène à faire l'étude sur le profil de la personne objet de la communication. C'est très important. Martin Fayulu est le seul Congolais jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais bénéficié d'une ordonnance présidentielle. Alors qu'ils ont tous les atouts. C'est un élément très important à rappeler. Martin Fayulu n'a jamais... Moi, je ne vois pas Martin Fayulu. Hein. Je n'en ai pas la culture de rencontrer les politiciens. C'est quand même une vérité qu'il faut dire. Martin Fayulu est parmi les opposants qui se sont opposés, passez-moi cette petite pathologie qui dirait c'était permise, farouchement à Joseph Kabila, ayant même taxé l'axe de Kabila comme l'axe du mal. Martin Fayulu, avec tout ce qu'il avait comme privilège autour de lui, pouvait, à une certaine mesure, accepter d'aller chez Kabila parce qu'on l'a cherché. Je ne crois pas que au proie de Martin Fayulu politiquement, Kabila ne l'a pas cherché, autant de fois. Il n'est jamais devenu ne fût-ce que bourgmestre. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Martin Fayulu va voir Kabila. Vous prenez quelqu'un de normal, quelqu'un qui avait le pouvoir, qui avait la signature, qui pouvait te nommer ministre, premier ministre. Tu n'es pas allé. Tu t'es radicalisé. Mais ce type-là n'a plus de pouvoir, n'a plus de fonction. Il est devenu un individu, d'abord, qui n'a pas de popularité. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Parce que sur le plan populaire, Martin Fayulu est populaire que Kabila actuellement. Martin Fayulu, c'est l'opposition de la RDC. Mais vous acceptez que Martin Fayulu aille voir Joseph Kabila? Non. Mais selon les rumeurs qui courent, on dit que c'est pour se liguer contre Félix Tshisekedi. Heureusement, vous nous voyez, nous, à notre statut, à notre niveau, commencer à discuter sur des rumeurs.
Non, il faut qu'on nous prenne pour des messieurs sérieux et respectables. Nous devons discuter sur la véracité d'informations. Là n'est pas le problème. Je rappelle une chose très importante, cher Nonon Kourou. Vous savez que Martin Fayoulou, moi je l'ai connu à l'époque, il n'était même pas député national. Avec Patrick Lokala. Je reconnais, on l'a vu dans le cadre de notre métier de journaliste. Et tout ce que je faisais dans ma vie commençait à voir, parce que aujourd'hui j'avais donné un exercice aux Congolais. 10 secondes. Non, je ne crois pas que j'ai encore atteint... J'ai le chrono. C'est mon chrono. S'il y a 3 acteurs politiques, parce qu'il n'y a pas 4 hommes d'État en RDC, il n'y en a pas 4. Mais s'il y a quelqu'un sur qui nous pouvons apprécier le caractère d'un homme d'État et la constance politique, c'est Martin Fayoulou, qui est resté à l'opposition depuis l'entrée au pouvoir, depuis l'entrée en politique jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est lié aux responsabilités électives et non nominatives. Mais mon regret, c'est quoi? Mon regret, Patrick Lokala déploré, parce que vous avez la communication, vous avez la contre-communication. Et la contre-communication repose sur... Je m'excuse, c'est très important de directement les 10 secondes de l'affaire. Absolument. Pour conclure la théorie de la contre-communication repose sur les principes de la disproportionnalité communicationnelle. Martin Fayoulou, malheureusement, ce qui est malheureux avec lui, il n'a pas un cabinet. Un cabinet qui peut réfléchir et émettre des points de vue techniques. Parce que ce que Devos Kitoko fait, c'est du militantisme. Ça, c'est le militantisme, vouloir répondre sans... Parce que quand vous regardez les contenus de la communication, c'est un vide. Mais on a voulu juste refuser que ce qu'on a dit est faux, mais il faut le prouver. On ne l'a pas prouvé. La contre-communication. Vous savez, quelqu'un qui a été candidat président de la République doit avoir un cabinet qui réfléchit et qui fait des propositions techniques sur toutes les questions de la vie. Et ces questions techniques constituent une sécurité politique, une sécurité juridique et une sécurité communicationnelle. Mais quand vous regardez autour de Martin Fayoulou, c'est des gens, il y a des hommes intelligents, c'est vrai, mais des gens, la plupart qui ne sont que disponibles à passer dans le média. Mais réfléchir en fond. Et je crois que la problématique, il faut que Martin Fayoulou, moi je n'aime pas parler de Mouzitou parce qu'il n'est pas crédible. Mouzitou, c'est quelqu'un qui il s'est rallié à Fayoulou pour bénéficier un peu de la crédibilité. Mais s'il faut parler des hommes crédibles, il ne faut pas parler de Mouzitou. Donc je rappelle ici que c'est Joseph Kabila, selon les informations que j'ai obtenues, parce que nous devons, je rappelle ici que quand nous avons besoin d'une information, nous appelons les personnes directement concernées. Ceux qui savent un peu de français savent ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Joseph Kabila a été, pendant toute cette période de folles rumeurs dont vous qualifiez, a été au Katanga. Donc, il n'était pas ici. Il a été question de berner le peuple dans le mensonge. Qu'on nous dise la gestion de... Nous avons besoin de savoir la gestion de l'État. On n'a pas besoin de savoir qui a fait quoi. Je compte sur votre capacité de concision. Donnez-vous à cet exercice de 10 secondes, s'il vous plaît. Non, 10 secondes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vais seulement étayer la thèse selon laquelle Martin Fayoulou ne s'est pas entouré avec les experts en communication. Je vais vous étonner. Vous savez qui s'occupe de la communication de Martin Fayoulou? C'est Prince Mpenge. Prince Mpenge a fait les sciences politiques. Prince Mpenge n'est pas décidé. Mais j'ai non, c'est une dame. C'est une dame. Je sais de quoi je parle. C'est Prince Mpenge qui s'occupe de la communication. Cette dame-là ne fait que distribuer l'argent. Et c'est Prince qui s'occupe de la communication. Ce sont des révélations, Patrick. Un acteur politique qui a fait les Sciences Po, qui est devenu expert en communication aux côtés de Martin Fayoulou. Et vous voyez cet homme-là être à mesure de proposer une stratégie de contre-communication face à la diabolisation tshisekedienne. C'est difficile et c'est comme ça, la réalité, c'est que avec ses erreurs, avec tout ce qui arrive, je crois que Martin va se saisir pour qu'en fait, il puisse peut-être rapprocher Élisée Odia, avec qui il est très proche, et soit d'autres confrères, d'autres consoeurs, pour qu'en réalité, on puisse l'aider à avoir une communication efficace. Il ne suffit pas d'avoir des gens, des militants qui crient à la télé, avoir des voix, avoir Mpenge, avoir d'autres, et en faire une bonne communication. Il faut s'entourer des experts qui conçoivent des stratégies efficaces qui peuvent inverser la tendance. Les politiciens doivent s'entourer très rapidement. Les experts en communication. Patrick, en 5 secondes, il faudrait aussi, à la fin de l'émission. Il faudrait aussi que le pouvoir nous dise
Ils nous disent combien de fois ils ont fait des tours chez les proches de Martin Fayulu pour négocier un probable dialogue parce qu'il y aurait un glissement qui se prépare parce que le pays, en réalité, est inscrit dans une voie de non-organisation. Merci Patrick, nous avons débordé de 2 minutes pratiquement dans cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme dans la libre opinion de ce lundi. J'ai dit grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merveille Wangou à la réalisation. André Anzola Messo derrière la caméra. Joël Mouka également derrière la caméra. Ezer Tembo à la régie finale. Eder Maïtouka derrière la caméra aussi. Hervé Ntimba derrière la caméra. La rediffusion de cette émission 15h30 aujourd'hui et 19h30. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h10. Au revoir.